Le 25 janvier 2006, Emmanuel Zéphir, un membre influent du gang de rue des Bleus, sortait de la prison de Millhaven en Ontario après y avoir purgé une peine de 63 mois pour homicide involontaire. Or, quelques semaines auparavant, le sergent détective Alain Gaudreau de la brigade anti-gang de la police de Montréal s'était vu confier la tâche de mettre un frein à l'expansion des gangs de rue et de leur réseau de vente de stupéfiants. Conscient de l'importance et du prestige d'Emmanuel Zéphir auprès du gang de rue des Bleus implanté dans le quartier Saint-Michel, Alain Gaudreau et une équipe d'enquêteurs décident, dans les heures qui suivent sa sortie de prison, de le prendre en filature. Quand on sait que les gens, quand ils ont fait une lourde sentence criminelle, souvent ses frères, comme on va appeler ses complices criminels, vont venir le récupérer, vont venir le chercher à la prison et on va savoir immédiatement avec qui va faire affaire dans les premières minutes. La réponse à cette question ne se fera pas attendre. Dans la journée, les premières personnes qu'il a rencontrées, c'est tous les membres, sans exception, les membres des Syndicate. La clique des Syndicate, ça, c'était une sous-filiale des Rockers, le club d'école des Hells Angels, qui, eux autres, étaient chargés de prendre le contrôle du trafic de drogue dans le centre-ville de Montréal. Les Syndicate avaient été créés en pleine guerre des motards par Maurice Boucher, en même temps pour améliorer les relations avec les gangs de rue et faire la distribution de la drogue dans le centre-ville de Montréal. Le grand patron de ça, c'était Gregory Woolley, qui était un membre des Rockers, le seul noir à faire partie de l'organisation des motards au Québec. Ainsi donc, dès sa sortie de prison, Emmanuel Zéphir renouait avec cette puissante clique des Syndicate. Pour l'enquêteur Alain Gaudreau, ces retrouvailles n'auguraient rien de bon. Il était manifeste que s'il voulait arriver à freiner les activités des gangs de rue dans la vente et le trafic de drogue au centre-ville de Montréal, il lui fallait impérativement s'attaquer aux frères Zéphir et à leur gang des Bleus. L'opération Axe était née. Durant les premiers mois de l'opération Axe, les enquêteurs recueillent patiemment le plus de renseignements possible sur l'organisation d'Emmanuel Zéphir. Ils constatent rapidement qu'il est toujours aussi influent dans le milieu des gangs de rue et que lui et son frère sont très actifs dans le trafic de stupéfiants. Les gangs de rue vont souvent recevoir toutes sortes de petits contrats des groupes majeurs au niveau autant italien que motards ou des clubs écoles comme les Rockers. Ça, ils ont eu beaucoup de contrats à faire, passer des messages, faire de la cueillette d'argent et ainsi de suite, des choses comme ça. Il est de plus manifeste qu'Emmanuel Zéphir continue de fréquenter régulièrement les membres de la clique des Syndicate. En majorité, les Syndicate sont des Haïtiens. Les gangs de rue, au niveau de Saint-Michel, étaient des Haïtiens aussi. Où, là, en partant, on voit quand même un niveau naturel là, de complicité au niveau de l'ethnicité là, des individus. Mais comme Alain Gaudreau sait qu'une autre enquête, l'opération Charge, cible en parallèle la clique des Syndicate, il concentre toute son attention sur la seule organisation des frères Zéphir. Or, en mai 2006, l'opération Charge frappe un grand coup en arrêtant Danny Cades Prince, le chef des Syndicate, et 6 de ses associés. On va dire que la job sale, la job proche de la matière, de l'argent, des stupéfiants et ainsi de suite, c'était le groupe des Syndicate qui s'en occupait. Eux s'occupaient surtout du centre-ville de Montréal, on va dire le centre-ville français de Montréal, au niveau Saint-Laurent, Sainte-Catherine, la vente de crack sur Saint-Hubert et ainsi de suite, c'est eux qui s'occupaient de ça. Persuadés que ces arrestations allaient modifier en profondeur la vente de stupéfiants dans le centre-ville de Montréal, les enquêteurs de l'opération Axe décident désormais de filer de façon constante Emmanuel Zéphir et les membres de son entourage. En novembre 2006, cette filature porte ses fruits lorsque les enquêteurs voient Emmanuel Zéphir rencontrer le Hells Angels Normand Casper Ouimet, responsable de l'approvisionnement en stupéfiants des revendeurs du centre-ville de Montréal. Ils se sont rencontrés le 8 novembre 2006. Le meeting, il l'a fait avec son frère Jean-Ismaël Zéphir. Du côté de Casper Ouimet, qui était son surnom, Casper, lui, avait ses watchmen à l'extérieur. Emmanuel Zéphir avait son watchman dans la hall également. Donc, on voyait que le meeting, là, ça commence à être officiel. On tombe dans une autre branche que des simples gangs de rue. Puis, quelques jours plus tard, les enquêteurs filent Emmanuel Zéphir jusque dans l'arrondissement La Salle, dans le sud-ouest de Montréal.
rencontre un homme. Encore là, un bon meeting, une bonne rencontre avec cet individu-là. Photographié. Puis je reçois la photo. Des gars se parlent à l'oreille, se rencontrent sur la rue, vraiment comme les motards, comme le crime organisé traditionnel qu'on connaît. Ça aussi, ça m'a remis la puce à l'oreille. Je dis, il y a sûrement un lien, là. En faisant des recherches sur cet homme inconnu, les enquêteurs découvrent qu'il s'appelle Jean Lavertu et qu'il n'a pas de casier judiciaire. Moi, je le connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de ce nom-là. J'en connais quand même assez large au niveau criminel, mais le nom Lavertu, je l'avais jamais... j'avais jamais entendu ça. Jean Lavertu, c'est un ancien membre de l'équipe canadienne olympique qui avait participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Lui, il était en haltérophilie. Et lors des Jeux olympiques de 96, avait fini 28e dans la catégorie des poids légers. Des recherches subséquentes révèlent que Jean Lavertu est propriétaire de plusieurs petits immeubles, ainsi que du centre de conditionnement physique Gym Fitness Expert, situé à Verdun. À première vue, il semble être un homme d'affaires prospère, qui exploite des entreprises parfaitement légitimes. Mais un des enquêteurs de l'opération Axe, le sergent détective Martin Vinet, réalise qu'il a déjà vu cet homme auparavant sur des photos prises lors d'une autre enquête d'envergure. Jean Lavertu y est vu en compagnie de motards des Rockers, filiale des Hells Angels, et à une autre occasion avec des membres de la clique des Syndicate. De son côté, le sergent détective Martin Lambert se rappelle qu'en 2005, Jean Lavertu a été victime d'une tentative de meurtre lorsqu'une bombe artisanale placée sous son véhicule a explosé alors qu'il était au volant. Et on sait que le commun des mortels ne retrouve pas des bombes dans son véhicule à tous les jours. Donc ça a mis la puce à l'oreille un petit peu des enquêteurs. On décide donc de filer Jean Lavertu pour tenter de découvrir si derrière sa façade d'homme d'affaires prospère ne se cacherait pas autre chose. Dès les premiers jours, les enquêteurs de l'opération Axe réalisent qu'ils sont sur une piste. En effet, tout indique que Jean Lavertu mène une double vie. Jean Lavertu, il habitait Pointe-Claire et il y avait une femme qui vivait dans la maison, dans un bungalow à Pointe-Claire. Il partait vers 7-8 heures le matin de chez eux. Il y avait un véhicule. Il se dirigeait au carrefour en Grignon, au stationnement près du métro. Il stationnait son véhicule là. Puis il y avait un autre véhicule qui l'attendait. Il prenait l'autre véhicule. Il y avait vraiment sa double vie qui commençait de trafiquant. Il y avait une conjointe, une maîtresse, qui vivait dans un condo sur la rue de Desmonts. Il vivait avec sa maîtresse. Mais les enquêteurs remarquent également que Jean Lavertu se rend fréquemment dans une autre résidence située à 2 pas de là, au 6955 de la rue de Mont. Intrigués, les enquêteurs commencent à surveiller cette résidence située dans le quartier Villemard, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Il faisait ses transactions, rencontrait son monde jusqu'à 9-10 heures le soir. À 9-10 heures le soir, il retournait au stationnement, prendre son autre véhicule, puis il se dirigeait à Pointe-Claire. L'une des personnes que rencontre Jean Lavertu au 6955 rue de Mont est rapidement identifiée comme étant son frère, Patrick. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs remarquent que les deux frères se voient régulièrement au Gym Fitness Expert, qui appartient à Jean Lavertu. On décide donc de filer également son frère. On constate alors qu'il rencontre énormément de gens et fait des livraisons qu'on soupçonne être des livraisons de drogue. Patrick, c'était celui qui était le plus visible lors de nos surveillances. C'était vraiment lui qui s'occupait du territoire. On s'en allait dans Villemard, puis là, on localisait Patrick Lavertu avec son gros véhicule F-150 noir. On le trouvait. Il patrouillait vraiment les rues, puis il allait voir les clients, les membres de l'organisation. Il était vraiment présent dans le territoire. Il patrouillait quasiment comme un policier, là. Il rencontrait son monde, puis il était visible avec son truck. Au début de 2007, après quelques semaines de surveillance, les enquêteurs ont la quasi-certitude que les deux frères Lavertu font partie d'un important réseau de distribution de stupéfiants. En effet, Jean et Patrick Lavertu ont été vus plusieurs fois en compagnie des frères Zéphyr. Pour les enquêteurs de l'opération Axe, tout cela démontre que les deux organisations semblent être partenaires dans le trafic de stupéfiants à Montréal.
Pour Alain Gaudreau, le responsable de l'opération Axe, il fallait donc désormais étendre l'enquête bien au-delà des seules activités d'Emmanuel Zéphir et de son entourage. Il fallait s'attaquer également à l'organisation des Frères Lavertu. Il dit, je sais pas moi, qu'est-ce qui va se passer avec ce kilo-là? Faut que je sois à la fin en plus du semaine, là, c'est... Ben non. L'obtention de mandat d'écoute électronique en mars 2007 révélera que le réseau de distribution de stupéfiants mis sur pied par les Frères Lavertu était encore beaucoup plus vaste que ce que les enquêteurs estimaient. L'opération Axe, dont l'objectif premier était de s'attaquer au trafic de drogue géré par Emmanuel Zéphir et son entourage, a vu son mandat prendre considérablement d'ampleur, en découvrant qu'une autre organisation, celle des Frères Lavertu, agissait de concert avec celle des Frères Zéphir pour fournir en drogue le centre-ville de Montréal. Le 1er mars 2007, les enquêteurs de l'opération Axe peuvent enfin compter sur l'écoute électronique pour faire avancer les choses. Moi, j'ai eu 5 ans, moi, j'ai eu 5 ans. OK, qu'est-ce que vous prenez? Ça va plus. Une dizaine de membres de l'organisation d'Emmanuel Zéphir et de celle des Frères Lavertu sont mis sous écoute. Cette écoute démontre rapidement que les Frères Lavertu font preuve d'une très grande discrétion. C'était vraiment une organisation, là. C'était des individus d'affaires qui avaient aussi des compagnies de construction on the side. C'était pas des individus qui flashaient, comme on dit, là. Il y avait des gros véhicules qui sortaient d'un club le soir, qui allaient aux danseuses ou qui se faisaient voir dans des clubs privés, tout ça. Aucunement. Cette écoute révèle également que les membres de l'organisation Lavertu communiquent très peu entre eux par téléphone, mais s'échangent plutôt des messages codés sur des téléavertisseurs de type pagette. L'enquêteur Alain Gaudreau, par le biais d'une ordonnance de communication, obtient alors d'un juge la permission d'avoir des duplicata de toutes ces pagettes. C'était comme un clone. Puis j'avais ça sur mon bureau, puis la série de codes pagettes rentrait, mais j'en ne comprenais absolument rien à ce moment-là de c'était quoi ces codes-là. Mais j'étais capable de savoir qu'effectivement, c'était sûrement du trafic de stupéfiants, ou je présumais que c'était du trafic de stupéfiants. Mais peu à peu, les enquêteurs de l'opération Axe commencent à faire certains liens grâce à la juxtaposition de l'envoi de ces messages codés avec l'écoute électronique et les rapports de filature. Au fur et à mesure, à force de constater des rencontres avec des clients, des heures, des endroits, des journées de la semaine, on se doutait un petit peu de certains codes. Durant ce temps, la filature sur les Frères Lavertu commence elle aussi à porter ses fruits. On remarque en effet que Patrick Lavertu se rend régulièrement dans un petit immeuble à logement de la rue Newmarch, à Verdun. Une recherche révèle que cet immeuble appartient à son frère, Jean, et que leur père y habite. Mais en poussant plus loin l'enquête, on réalise en août 2007 que Patrick Lavertu n'y va pas pour visiter son père, mais qu'il se rend plutôt à l'appartement 2 sur le même étage où un homme le reçoit. Lui, tu peux te le rejoindre? Oui. C'est trop là? Ouais. Rappelle les dons. Dès que cet appartement est mis sous écoute, on apprend que cet homme s'appelle Patrick Rondeau, dit le Goaler. C'était tout du monde qui vivait ensemble ou qui avait été à l'école ensemble. Ils jouaient au hockey ensemble. Puis effectivement, Patrick Rondeau, c'était un goaler à cette époque-là. Or, les enquêteurs constatent rapidement que cet appartement semble être inhabité. Tout laisse donc croire qu'il pourrait s'agir d'une cache de drogue et d'argent. Sauf qu'il leur est impossible pour l'instant de le confirmer, n'ayant pas de motif suffisant pour obtenir un mandat d'entrée subreptice. Mais 3 mois plus tard, en novembre 2007, la chance va sourire aux enquêteurs. Tandis qu'ils surveillent l'immeuble de la rue Newmarch, ils voient un homme déjà identifié comme faisant partie de l'organisation Lavertu pénétrer à l'intérieur avec un sac. Le même homme en ressort quelques minutes plus tard, mais cette fois-ci avec un sac à dos, et s'éloigne au volant de sa voiture. Les fileurs de l'opération Axe lui emboîtent aussitôt le pas. Or, à quelques rues de là, les fileurs voient soudainement 2 policières d'un autre service du SPVM l'intercepter. Les policières n'étaient pas au courant, disons, de cette enquête-là. La raison pourquoi elles étaient là, c'est parce que c'était un addon. Parce qu'à l'appartement 17 ou 18, au dernier étage, il y avait un point de vente de stupéfiants, des individus qui vendaient du crack. C'était aucunement lié aux Frères Lavertu. Fait qu'eux autres, il y avait comme une attention spéciale de vérifier les allées et venues proches de cet endroit-là.
Quand ils l'ont vu rentrer avec un sac puis ressortir, eux autres l'ont suivi et l'ont intercepté. Lorsque les policières constatent que le véhicule n'est pas assuré, elles s'apprêtent à le saisir, comme le permet le Code de la sécurité routière. Donc, les policières, en faisant leur fouille qu'on appelle une fouille d'inventaire du véhicule, il y avait un sac à dos qui était dans la valise de ce véhicule-là. Dès que l'homme voit une des policières prendre son sac, il devient très nerveux. Il a pris le sac, puis il l'a arraché des mains de la policière. La blessant, il a arraché un ongle. Donc, là, on tombait dans un autre niveau. On tombait dans un voie de fait à ce moment-là. Ayant désormais un motif légal pour procéder à une fouille en règle, les policières ouvrent le sac et découvrent qu'il contient 1 kilo de cocaïne. L'homme est aussitôt mis en état d'arrestation. Voyant cela, les fileurs de l'opération Axe relaient rapidement cette information à leurs enquêteurs, qui décident sur le champ de venir rencontrer les policières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux policières, on s'est présenté comme des enquêteurs stupéfiants. On a dit, OK, c'est beau, good job. Fait que là, eux autres ont fait le transport. Ils l'ont emmené, il a été détenu. Puis nous autres, on s'est pas mêlés de l'histoire à ce moment-là. On a laissé le cours des choses se faire. Il a été envoyé à Rivière-des-Prairies. Pour les enquêteurs, cette arrestation était inespérée, car ils savaient, grâce à l'écoute électronique et à la filature, que cet homme tenait un rôle essentiel dans l'organisation des Frères Lavertu, puisqu'il agissait comme runner. Un runner, dans le jargon du milieu, c'est un courrier de l'organisation. C'est lui qui fait les livraisons soit d'argent ou soit de stupéfiants. Les courriers, souvent, sont des gens quand même de confiance de l'organisation parce qu'ils ont des rôles très importants, là, tu sais. Dans les jours qui suivent l'incarcération du runner, les enquêteurs remarquent que personne de l'organisation Lavertu ne vient le visiter. Une semaine plus tard, le runner est libéré, sous promesse de comparaître. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand il a été libéré, on s'est présenté à la prison. On l'a pris en surveillance. Là, on a vu que même une fois libéré, il n'y avait même pas quelqu'un de l'organisation qui était venu le chercher pour lui donner un lift. Il était 10 heures du soir, il était sur le boulevard Rivière-des-Prairies, pas de scène dans ses poches, pas de manteau, il faisait froid. Il a marché, tout ça. Il a dû marcher de longues minutes avant de pouvoir trouver un commerce où appeler et pouvoir prendre un taxi puis s'en retourner chez eux dans le sud-ouest. C'est là qu'on a trouvé son adresse. Puis là, on a décidé, moi puis mon partenaire, d'aller le revoir le lundi d'après pour tenter de le recruter comme informateur. Ce lundi-là, les deux enquêteurs se présentent à son domicile. Quand on s'est présenté chez lui. On l'a emmené dans la salle des fournaises de son édifice où il habitait, sur la rue Bishop Power à l'époque. Puis là, on lui a expliqué qu'on était des enquêteurs, qui avaient été arrêtés avec 1 kilo de cocaïne, que c'était une infraction grave, que nous, on enquêtait sur le dossier, vu que c'était une grosse quantité qui avait été saisie, et que nous, on prenait la relève de l'enquête. Là, il a dit, regarde, on sait que tu vas devoir payer ça, tu vas être imputable de la dette et tout ça. Puis qu'il était relativement jeune à l'époque. On a joué un peu là-dessus, le fait qu'il devait payer l'organisation et que nous, on serait là pour l'aider s'il voulait collaborer avec nous autres. En général, les organisations criminelles, quand un membre de l'organisation est arrêté, on s'occupe de lui. Souvent, on lui désigne un avocat pour le défendre. Et s'il est condamné, on prend soin de sa famille. Parce que le risque, si tu prends pas soin des membres d'une organisation qui est condamnée, c'est que on risque que la personne arrêtée devienne un délateur ou donne de l'information à la police, collabore avec les policiers. Bien que réceptif aux propos qu'on lui tient, le runner refuse de s'engager immédiatement. Mais les enquêteurs maintiennent la pression. Par la suite, on l'a rappelé, on l'a convoqué, on a dit, regarde, on est proche de chez vous, qu'est-ce que tu dirais qu'on irait déjeuner ensemble? Lors de ce repas, réalisant que l'organisation des Frères Lavertu l'avait manifestement laissé tomber, le runner décide finalement d'accepter la proposition des enquêteurs et de devenir leur informateur. Un grand pas qui allait s'avérer déterminant venait d'être franchi dans l'opération Axe. Les enquêteurs de l'opération Axe ont découvert que Jean Lavertu, un ancien haltérophile olympique, gère un prolifique réseau de distribution de drogue à Montréal. Un des courriers de son organisation a été arrêté avec 1 kilo de cocaïne en sa possession.
et a accepté de collaborer avec les policiers en devenant informateur. Mais pour que ce runner, dont on ne peut révéler l'identité, puisse travailler étroitement avec les enquêteurs de l'opération Axe, il fallait d'abord obtenir le feu vert de la justice. On est allé voir nos patrons, on a dit regardez, on a un individu qu'on a recruté, êtes-vous prêt à le prendre dans le programme pour être agent d'infiltration? La manière que ça fonctionne, c'est que après l'avoir rencontré, on doit lui faire passer un polygraphe, on doit lui faire donner une déclaration de tous ses crimes qu'il a commis. Le 22 novembre 2007, le runner devenait officiellement agent civil d'infiltration. Désormais, les enquêteurs avaient un homme au cœur de l'organisation des Frères Lavertu. Le runner signe alors un contrat où le ministère de la Justice s'engage à lui payer un salaire de 700 $ par semaine ainsi qu'une somme supplémentaire si son travail permet d'arrêter et de faire condamner les suspects. En cours d'enquête, tu vas avoir, mettons, par exemple, 10 000 $. Quand tu vas y avoir les accusations, le ratissage, là, il va y avoir un autre 10 000. Puis un coup que tout est fini à la cour, qu'ils ont plaidé coupables et tout ça, ben là, t'as le dernier montant d'argent. Dès que le runner se met à table, il vient confirmer de larges pans des informations qu'avaient patiemment colligées les enquêteurs de l'opération Axe. Il certifie entre autres que c'est bien Jean Lavertu qui est la tête dirigeante de l'organisation et que son bras droit est son frère, Patrick. Mais il révèle également une chose que les enquêteurs ne connaissaient pas du tout. Le runner dit il y a un troisième frère. Je l'ai vu une fois, pas plus. J'ai jamais eu affaire avec. Je sais que c'est lui qui va prendre la relève si les deux autres se font arrêter. C'est pour ça qu'il est low profile, qu'il reste en retrait. En faisant de rapides recherches, les enquêteurs découvrent que ce troisième frère s'appelle Stéphane et qu'il travaille de façon légitime dans une entreprise de fabrication de meubles. Le frère, Stéphane, qui était vraiment à l'extérieur, lui travaillait chez Montauk, ceux qui font des sofas. C'est une compagnie où ils produisent leurs sofas. Lui, il travaillait là-dedans. C'était lui le concepteur des sofas, le dessinateur. Un employé modèle. Les enquêteurs prennent bonne note de ces nouvelles informations. Mais comme rien ne leur laisse croire pour l'instant que Stéphane Lavertu mène lui aussi une vie criminelle, ils décident de continuer à se concentrer sur les activités des deux frères aînés de la famille. Quant à l'appartement de la rue Newmarch, le runner confirme qu'il sert bel et bien de cache de stupéfiants et d'argent aux frères Lavertu. Pour appuyer ses dires, il remet aux enquêteurs la clé de l'appartement 2. De plus, il leur donne la combinaison du coffre-fort, soit le 90987, et précise que la clé du coffre est toujours dans la serrure. Avec ces précieuses informations en main, l'enquêteur Martin Vinet décide, le 12 février 2008, d'aller vérifier sur place ce qu'il en est. On a obtenu un mandat pour se présenter sur les lieux pour faire des entrées subreptices. Moi, je me suis présenté la première fois là. On savait que le père de Jean Lavertu habitait sur le même étage. Fait qu'on a simulé qu'on était des individus en boisson. Quand on est rentré dans la place, on a vu effectivement que c'était un appartement qui était vide, mais il y avait 2 congélateurs qui contenaient de la drogue avec un coffre-fort. On a trouvé de l'ecstasy, de la méthamphétamine, du Viagra, du hashish. Donc, c'était vraiment la cache de l'organisation des Lavertu qui était située là. La cache d'alimentation, je peux dire, pour les livraisons du lendemain. Mais là ne s'arrête pas la collaboration du runner. Il leur révèle que chaque membre de l'organisation a son propre code d'appel sur les pagettes. Lui-même est le numéro 51. Patrick Rondeau, dit le Gauler, est le 819. Quant à Patrick Lavertu, son numéro est le 73, alors que celui de son frère, Jean, le chef du réseau, est le 66. Il avait choisi ce code-là parce qu'il était un grand fan de Mario Lemieux. Mario Lemieux qui est natif de Ville-et-Mort. Et toute cette petite organisation-là, les Lavertu et compagnie, venaient tous, pour la plupart, de Ville-et-Mort. Quelques semaines après que le runner soit devenu agent civil d'infiltration, les enquêteurs de l'opération Axe obtiennent l'autorisation d'installer des caméras et des micros dans l'immeuble de la rue Newmarch, ainsi qu'au domicile de Jean Lavertu. Les enquêteurs découvrent alors l'ampleur du trafic auquel se livrent les frères Lavertu. En effet, en plus d'alimenter les frères Zéphyr pour la vente de cocaïne dans le centre-ville de Montréal, le clan des frères Lavertu dirigeait un réseau beaucoup plus étendu. Ils avaient Ville-et-Mort au complet, le quartier Ville-et-Mort.
Ils avaient Verdun, en même temps que lui, il avait un gym à Verdun, le Gym Expert. Ils avaient le territoire de Verdun, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Ville-la-Salle. Il y avait des clients également. Puis il y avait des clients aussi à la Chine. Vraiment le sud-ouest qui contrôlait. Une très, très grosse partie de drogue. 50 clients. Puis là, quand on parle de clients, on parle de clients au kilo et aux onces de cocaïne. Donc, tous ces clients-là ont chacun une organisation en dessous d'eux autres. Fait que c'est vraiment gros comme affaire. Le runner révèle également aux enquêteurs qu'il livre chaque semaine 250 grammes de cocaïne qui sont destinés à Emmanuel Zéphir pour son trafic personnel dans le quartier Saint-Michel. Il déclare qu'il reçoit en échange des montants de 5 000 à 6 000 $. Or, comme les enquêteurs sont parvenus à mettre également sous écoute la cache de stupéfiants d'Emmanuel Zéphir, ils savent que cette cocaïne est transformée en crack. On n'a pas pu mettre de caméra, mais on avait quand même un micro. Puis là, on entend sur le micro exactement Emmanuel Zéphir faire sa recette au niveau du crack. Parce qu'on sait, les gangs de rue, leur spécialité au niveau de Saint-Michel, c'est le crack. Puis de bouillir la cocaïne pour qu'elle devienne en crack. Pour ça, ça leur prend de la cocaïne pure, ou la plus pure possible. Le runner indique également aux enquêteurs l'endroit où les frères Lavertu s'approvisionnent en cocaïne. Il raconte que c'est lui-même qui prend livraison chaque fois de 3 à 5 kilos de cocaïne au château Saint-Ambroise, appartement 263. Il apporte ensuite la drogue à la cache de la rue Newmarch et revient quelques jours plus tard payer le tout. Quant à la marijuana, le runner se la procure chez un autre fournisseur et lui remet chaque semaine de 1 500 à 2 000 $. Et c'est là qu'il y a des connexions de toutes nos présomptions puis de toutes nos observations a pris vraiment tout un sens. On a revenu en arrière et on a corroboré les dires de notre honneur. Dans les mois qui suivent, les enquêteurs continuent de visiter subrepticement plusieurs fois la cache de la rue Newmarch pour monter leurs preuves contre l'organisation des frères Lavertu. Donc, il y avait quand même un certain roulement qu'on pouvait constater là, au niveau de la cache de stupéfiants. Je peux vous dire qu'au niveau de l'ecstasy, de la méthamphétamine, du Viagra et du hashish, c'était pas le cheval de bataille des frères Lavertu parce qu'on retrouvait quasiment les mêmes quantités tout le temps puis on voyait qu'il n'y avait pas un gros roulement. Sauf qu'au niveau de la marijuana et de la cocaïne, là, on pouvait constater qu'effectivement, il y avait un très gros roulement. Là. Dans les quantités, là, au niveau de cocaïne, les frères Lavertu pouvaient passer plus que 5 kilos par mois et plus que 25 livres de marijuana par mois. C'est vraiment énorme. Quand on parlait de clients identifiés, de ces clients-là, les Lavertu, juste pour vous exposer un peu le type d'organisation que c'était, à chaque année, ils faisaient un party de Noël. Ils faisaient tirer une moto Harley-Davidson pour tous leurs représentants, comme on dirait, là, tous leurs clients. Mettons, moi, je suis un client, j'habite sur la rue Manning. Comme je vais prendre l'exemple de la rue Manning, moi, je prenais 1 kilo par 2 semaines ou par 3 semaines. Il donnait des billets de tirage en cours d'année. C'était le runner qui donnait... il allait livrer le kilo, puis tiens, je te donne 4 billets pour le tirage. Puis là, t'es arrivé à Noël, il y avait un billet qui était tiré, le client 379, qui avait le billet 379, là, il gagnait en moto. C'était la première fois qu'on voyait ça. Le runner révèle enfin aux enquêteurs une information capitale. Il affirme qu'une partie des profits de l'organisation sert à acheter la paix des syndicates, de façon à laisser le champ libre aux frères Lavertu dans les secteurs qu'ils desservent. Une fois par mois, il y avait une livraison d'une grosse poche d'argent également qui était faite au niveau des frères Zéphir, puis qui savaient que cette poche d'argent-là était destinée aux membres des syndicates qui étaient incarcérés en prison. Le runner précise qu'il lui est arrivé plusieurs fois de remettre lui-même cet argent à un proche des frères Zéphir, domicilié sur la rue Bellechasse. Une surveillance accrue de cette adresse vient alors confirmer en tout point ces révélations du runner. On était capable de prouver qu'il rentrait 250 grammes de cocaïne par semaine, tel montant, que les poches d'argent effectivement rentraient avec une fréquence mensuelle. Puis tout ça a été corroboré avec notre filature, puis notre écoute électronique. Et là, on a pris complètement une autre tangente à partir de ce moment-là. Le fait que les leaders des syndicates, pourtant incarcérés depuis mai 2006 à la suite de l'opération Charge, continuaient de recevoir leur quote-part du trafic de stupéfiants géré par les frères Lavertu, ne pouvait signifier qu'une chose, que c'était toujours les syndicates qui menaient le jeu. Pour les enquêteurs de l'opération Axe, le temps était venu désormais de s'attaquer à la clique des syndicates.
pour démanteler ce prolifique réseau de distribution de cocaïne dirigé par le clan des frères Lavertu. À la tête d'un important réseau de distribution de stupéfiants à Montréal, les frères Lavertu agissent de concert avec l'organisation des frères Zéphyr et achètent la paix en remettant une partie de leurs profits à la clique des Syndicate. Pour prouver que les membres des Syndicate incarcérés à la prison Leclerc continuent malgré tout à contrôler le trafic de stupéfiants à Montréal, l'enquêteur Alain Gaudreault obtient en février 2008 de faire installer de l'écoute électronique à l'intérieur même des murs de la prison. Allô? Les conversations qui sont alors interceptées démontrent hors de tout doute que les principaux membres des Syndicate reçoivent mensuellement d'importantes sommes d'argent de l'organisation Lavertu par l'intermédiaire du groupe Zéphyr. Les montants sont assez importants. Quand on a fait un décompte à un moment donné, puis je me souviens, c'est en mars 2008, à un moment donné, justement, l'argent rentre dans la cage de stupéfiants d'Emmanuel Zéphyr. Puis lui, il se devait de la séparer, parce que lui, il recevait une poche d'argent. Il devait la séparer avec chaque part pour chaque membre des syndicats. Grégory Woolley, lui, recevait 10 000 Danny Cadet, 9 000 Jean Wenzing Partellus, 8 000 et ça commence à descendre comme ça, jusqu'à 6 000 Les enquêteurs réalisent que près de 50 000 sont versés chaque mois aux membres des Syndicate. Une recherche ultérieure démontrera que les membres doivent mettre de côté 20% de ce qu'ils ont reçu. La moitié pour alimenter le fonds de roulement des Syndicate et l'autre pour payer leurs avocats. C'est pour ça que le prix de la cocaïne monte au niveau du chemin. Effectivement, plus il y a du monde en dedans, il faut les payer, ces gars-là. En plus de ceux qui retravaillent, qui reprennent la position de chacun. Donc, c'est sûr que le prix de la cocaïne, il augmente. Il va tendance à augmenter tout le temps, justement pour ça. Comme les membres des Syndicate n'ont que le téléphone pour communiquer avec des gens à l'extérieur de la prison, l'écoute électronique permettra, en quelques semaines, d'amasser une preuve béton contre eux. Allô? Ainsi donc, en mai 2008, les enquêteurs de l'opération Axe avaient désormais tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire accuser tant Emmanuel Zéphyr et son organisation que les membres de la clique des Syndicate. Mais dans le cas des frères Lavertu, il y avait encore un élément qui échappait aux enquêteurs, les empêchant de finaliser leurs preuves contre leur organisation et leurs nombreux clients. C'étaient les fameux codes de Pagette qu'ils n'étaient pas encore parvenus à déchiffrer complètement. Or, le 23 mai 2008, les enquêteurs vont intercepter une conversation entre 3 membres de l'organisation Lavertu qui va enfin leur permettre de tout élucider. La conversation est survenue entre Mathieu Goyette-Bergeron et sa mère. Et cette conversation nous a éclairé sur tout le mode de fonctionnement de l'organisation. Dans l'organisation des frères Lavertu, Mathieu Goyette-Bergeron était responsable du transport de stupéfiants et de l'argent. Sa mère, Joanne Bergeron, s'occupait de la comptabilité. La mère de Mathieu Goyette-Bergeron était conjointe avec un dénommé Arthur Simard qui était accusé dans le dossier. Arthur Simard travaillait aussi pour l'organisation de Jean Lavertu, a effectué des livraisons et dépannait quelquefois. Sauf que ce matin-là, Arthur Simard reçoit un code de téléavertisseur qu'il ne comprend absolument pas. Et il fait appeler sa mère, la mère de Mathieu Goyette-Bergeron, donc sa conjointe, pour parler à Mathieu et lui demander la signification de ce code-là. Et Mathieu Goyette-Bergeron, dans toute sa simplicité, ne veut pas parler pour s'incriminer au téléphone, mais finit par expliquer que les 3 premiers chiffres, c'était le code de client. Puis il spécifie même que c'est le client de l'île des Sœurs. La quantité est indiquée. Donc, il y avait le chiffre 1 qui signifiait que le client voulait 1 kilo de cocaïne. Et les 2 derniers chiffres, c'était 0,5 qui signifiait le vendredi, la 5e journée de la semaine. 0,5. C'est quoi 0,5? Ben ouais, ben, il n'y a pas. OK, attends. Faut que tu lises, Arthur, qu'est-ce qu'il te dit, là. Il est là, 953. Ouais. C'est où, ça? Attends, OK. 0,5, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça? Ouais. La conversation révèle ensuite l'heure, le code et le prénom du client.
ainsi que le lieu de la transaction. Elle est où, cette place? Au 953. Mais c'est où, Chris, celui-là? Je sais pas, tabarnak. C'est où, c'est François, monsieur? Ah, c'est ça, regarde. Il connaît ça les gens, je savais pas où c'était, tabarnak. Salut les sœurs, j'ai dit de continuer tout droit, tu tournes à gauche jusqu'à temps que tu peux plus, j'ai ça tu croiser François. Le vendredi suivant, à l'heure dite, les enquêteurs de l'opération Axe installent de la surveillance à l'île des Sœurs. Quand le client a pris possession de son kilo de cocaïne, il s'est dirigé chez le frère de Bruno Lefebvre. Les enquêteurs lui emboîtent aussitôt le pas, avec la ferme intention de tirer profit de l'occasion. Il s'est présenté chez cet individu-là, mais il a laissé le kilo de cocaïne dans son véhicule. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? Martin Lambert, moi, j'ai donné comme l'autorisation de commettre l'infraction. J'étais mandaté pour ça. Martin Lambert a cassé la vitre, s'est sauvé avec le kilo de cocaïne. Puis, par la suite, on a fait de la surveillance sur l'individu. Je savais plus qu'est-ce qui se passait, là. Il venait de se faire voler le kilo. Là, c'est un bon coup qu'on a fait. Désormais, les enquêteurs détenaient une preuve sans équivoque que c'est bel et bien de la cocaïne que transigeaient les frères Lavertu. Fait que l'écoute entre Mathieu et sa mère a été vraiment payante à ce moment-là. À l'automne 2008, les enquêteurs de l'opération Axe avaient désormais de solides preuves de gangstérisme et de trafic de drogue incriminant Jean Lavertu et son frère, Patrick, et tous les autres membres de son organisation. Mais il leur restait encore à déterminer si le troisième frère, Stéphane, était lui aussi impliqué. C'est alors qu'une filature révèle que Patrick Rondeau, dit le gauleur, l'homme qui s'occupe de la cache de drogue sur la rue Newmarch, travaille au même endroit que Stéphane Lavertu, soit chez Montauk Sofa, où il occupe un poste de journalier. Pour les enquêteurs, il était peu probable qu'il s'agisse là d'une simple coïncidence. Les enquêteurs de l'opération Axe allaient mettre au point un dernier scénario afin de coincer Stéphane Lavertu, le troisième frère de la famille, demeuré dans l'ombre. Les enquêteurs de l'opération Axe ont amassé de solides preuves de gangstérisme et de trafic de stupéfiants contre la clique des Syndicate, les frères Zéphyr et l'organisation des frères Lavertu. Mais il leur reste encore à démontrer la participation de Stéphane Lavertu avant de procéder à l'arrestation de tout le monde. En janvier 2009, Stéphane Lavertu retient toute l'attention des enquêteurs. Ils émettent alors l'hypothèse que c'est peut-être sur leur lieu de travail que se font des échanges d'argent reliés à la drogue. Stéphane Lavertu allait travailler à sa compagnie de sofa. On savait que le gauleur, qui est Patrick Rondeau, travaillait là aussi et transportait tout le temps des sacs, les deux, des sacs à dos. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Les enquêteurs de l'opération Axe décident alors d'attendre qu'une grosse somme d'argent soit déposée dans la cache de la rue Newmarch, afin de voir comment Patrick Rondeau en disposera. C'est le 27 janvier que la chose se produit. L'équipe de filature est mise en état d'alerte. On a décidé de suivre Patrick Rondeau toute la nuit au complet jusqu'au lendemain matin, qui a travaillé pour vraiment faire la preuve que, OK, l'argent qui a été cherché sur la rue Newmarch, le sac est rentré chez eux, et il n'est pas sorti de la nuit. Le lendemain matin, l'équipe de filature voit Patrick Rondeau ressortir de chez lui avec le même sac à dos pour se rendre travailler chez Montauk Sofa. Puis, en fin de journée, les enquêteurs voient Stéphane Lavertu quitter son travail en transportant lui aussi un sac à dos. Lorsqu'il prend sa voiture, l'équipe de filature le suit et voit qu'il est allé chercher son épouse. Le moment était venu de passer à l'action. On a décidé de procéder à son arrestation parce qu'on avait des motifs de croire qu'il faisait du trafic de stupéfiants. Dans le sac à dos, les enquêteurs trouvent une forte somme d'argent ainsi qu'une feuille de comptabilité détaillée. On a saisi dans son sac, effectivement, un gros montant d'argent avec toute la liste des employés marqués à côté. Mettons, 700$ pour Nicole, 300$ pour l'un, 500$ pour l'autre. On a corroboré beaucoup de choses. On a saisi son téléphone cellulaire, le téléphone qui envoyait les codes de téléavertisseur et puis la comptabilité. Stéphane Lavertu n'était pas sur écoute, mais nous avions quand même, via l'interception des cellulaires de Jean et de Stéphane, déduit qu'on avait son numéro de cellulaire et de téléavertisseur. Nous avons retrouvé ces deux appareils-là dans son véhicule.
Les enquêteurs emmènent alors Stéphane Lavertu au poste de police. Mais ce dernier proteste de son innocence. Il affirme que cet argent vient du centre de conditionnement Gym Fitness Expert, dont il a fait la comptabilité, et qu'il n'a rien à voir avec quelque trafic de stupéfiants que ce soit. Or, les enquêteurs n'ont pas du tout l'intention de le maintenir en état d'arrestation, ce qui risquerait de dévoiler toute l'opération Axe, car ils ont maintenant la preuve que c'est bien l'argent de la cache de la rue Newmarch qu'ils ont intercepté. On lui a dit, on a fait une erreur, on va regarder l'argent d'où ça vient, puis après, on va te la remettre. OK, on va vous laisser aller, puis on va vous donner un retour là-dessus. On comprend, ça se peut que ce soit l'argent de ton commerce. T'as un gym, OK. Lui a été remis en liberté suite à ça, le temps qu'on analyse et qu'on voit ce qu'on avait entre les mains, qu'on analyse notre preuve. Dans les jours qui suivent cette arrestation, les enquêteurs vont nouer les dernières ficelles de l'opération Axe. Il y a une date qui a été arrêtée, la date du 12 février 2009, comme de quoi que toutes les accusations possibles, ou du moins faites jusqu'à ce moment-là, il allait être complété pour cette date-là. Très tôt, le matin du 12 février, des perquisitions simultanées sont effectuées dans des dizaines de domiciles. 700 policiers en tout y participent. 54 personnes sont arrêtées, dont bien sûr les frères Lavertu et Emmanuel Zéphir. En perquisitionnant au domicile de Stéphane Lavertu, les enquêteurs de l'opération Axe auront la confirmation qu'il était lui aussi très actif au sein de l'organisation de ses frères. Quand on a perquisitionné chez Stéphane Lavertu, qu'on a trouvé la comptabilité chez lui, que là, on a vraiment pu voir que ce qu'on avait trouvé, on était dans le mille, là. Parce que la comptabilité nous permettait d'établir les codes de clients, les enveloppes et confirmer la liste qu'on avait comme quoi c'était des clients. Du côté des syndicates, tous les membres de la clique qui étaient déjà incarcérés à la prison Leclerc seront également accusés. Il en sera de même pour Gregory Woolley, qui était alors détenu au pénitencier de Kingston, en Ontario. Malgré leur détention, il y a une preuve qui a été ramassée comme quoi il était quand même impliqué dans le recel d'argent et le trafic de stupéfiants. Donc, ces individus-là ont été réarrêtés de nouveau, malgré le fait qu'ils étaient détenus, ont été arrêtés et accusés du recel d'argent dans le cadre de l'opération Axe. Et c'était une première sûrement au Canada. Sur le plan juridique, c'était un coup d'éclat. Ils ont réussi à les faire accuser de gangstérisme et à les faire condamner surtout pour le gangstérisme. Quant au runner, après avoir témoigné en cours en tant que témoin repenti, il passera quelques mois en prison pour le kilo de cocaïne qu'on avait trouvé en sa possession lors de son arrestation. Il sera par la suite relocalisé avec une nouvelle identité. Son importance était immense. Je dis souvent qu'il a sauvé le projet Axe. Puis effectivement, ça a été un salut pour nous parce que sans lui, là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Jean Lavertu sera condamné à 8 ans de prison. Emmanuel Zéphir à 44 mois. Patrick et Stéphane Lavertu, ainsi que Patrick Rondeau, à 32 mois chacun. Je dis souvent, moi, qu'une enquête, une rafle comme ça, va permettre de contrôler un certain niveau, mais le vide se remplit tout le temps. C'est certain que c'est pas nous qui a empêché au niveau sud-ouest de la ville de Montréal ou au centre-ville d'empêcher le trafic de cocaïne qui se passe là. On permet quand même de contrôler. Tu sais, ça permet aux citoyens, dans le fond, de pas arriver à Montréal puis d'avoir des bars ouverts où on vend de la cocaïne puis de la Marie comme ça, au vu et au su de tout le monde. C'est quand même relativement caché. Il y a un contrôle qui se fait. Je me dis, ben si c'est seulement que ça, au moins, c'est quand même une victoire de notre part. Au moins, ça permet aux citoyens de se promener à Montréal puis d'avoir encore un sentiment de sécurité puis de bien-être dans la ville de Montréal ou partout ailleurs. Je pense qu'on a tous le même but.